Bonsoir, Vanina Tiaré-Lillouz, leader de la liste Paese Vivim Portivet, une liste nationaliste qui associe Fema Gorsiga et Corim Front. Alors vous êtes par ailleurs élu territorial Fema Gorsiga, membre du conseil exécutif en charge de l'office hydraulique. Vous avez succédé à Gilles Giovanange. Alors vous êtes la nouveauté de cette campagne porto-vecchiaise. C'est la première fois dans l'histoire électorale de la ville qu'une femme mène une liste. Alors vous n'étiez pas investi en politique auparavant, avant 2021, ni au plan territorial, ni au plan municipal. Pourquoi vous êtes engagé dans l'arène porto-vecchiaise cette fois-ci ? On s'est engagé, et je me suis engagé, parce que la trajectoire et l'orientation politique qui est donnée dans la ville de Porto-Vecchio n'est pas la nôtre. Donc on a décidé de porter un projet alternatif que l'on propose aux Porto-Vecchiais, un projet plus maîtrisé, un projet plus concerté, où la cohésion sociale aussi est importante, le lien avec les hameaux, le lien avec la montagne, la redynamisation du centre-ville. Donc, naturellement, moi, j'ai porté cette démarche. On a eu, au niveau de la liste, une liste très ouverte, parce qu'il y a des nationalistes, bien sûr avec un ADN nationaliste, avec des partis politiques tels que Fem-Wagors et Corim Front qui nous soutiennent, mais il y a des nationalistes aussi qui sont montés à titre individuel sur la liste, et puis il y a des forces progressistes, de droite, de gauche, du milieu associatif. Donc on a réussi à rassembler et à construire autour de ce projet. Cette candidature, c'est un choix personnel, ou alors on vous a conseillé aussi du côté de Fem-Wagors d'y aller face à un opposant déclaré à la majorité territoriale, à savoir Jean-Christophe Angeli? Non, on ne m'a pas conseillé. J'ai trouvé naturel que ce soit moi qui sois tête de liste à Porto-Vecchio pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis de Porto-Vecchio et que je suis engagé en politique depuis 2021. Donc, la cohésion s'est faite, c'est vrai, autour de ça. Et on part, mais je vous dis, une liste avec un ADN nationaliste, mais quand même ouverte aux forces progressistes. La démarche, ce n'est pas l'opposition à Jean-Christophe Angeli. La démarche, c'est le projet que l'on porte pour Porto-Vecchio. Alors, vous faites liste commune avec Corim Front. Alors, ça peut paraître étonnant quand même d'avoir un allié à Porto-Vecchio, un parti qui se situe, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait, puisqu'il n'a quand même pas voté le budget, dans l'opposition à la collectivité de Corse. Et là, vous vous retrouvez ensemble dans une municipale. Il n'y a pas une incohérence? La réponse, il n'y a pas d'incohérence. La réponse, elle est à deux niveaux. Il y a une politique territoriale qui est menée par Corim Front au sein de la collectivité de Corse. Et ensuite, il y a un projet sur une commune qui est Porto-Vecchio, où on a un ADN nationaliste et où, naturellement, on se retrouve autour du projet. Vous ne voyez pas de contradiction, vous? Il faut la poser à Corim Front, et la contradiction. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut faire la dichotomie entre la politique menée à la collectivité de Corse et la politique où Corim Front est avec nous sur la liste parce que ce sont des nationalistes et qu'ils ont toute leur place dans ce projet alternatif. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce débat politique municipal de territorialisation du scrutin. Alors, tout le monde s'en défend, mais enfin, on sait très bien que personne n'est dupe. Hein. Le résultat du vote aura des répercussions au plan régional, inévitablement, aux prochaines territoriales d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un avant-goût de ça, cette municipale aussi? Nous, on ne la prend pas comme ça. Maintenant, on peut avoir cette vision aussi, de dire on territorialise l'élection communale. Moi, je pense que les Porto-Vecchiais, aujourd'hui, ont besoin d'un vrai débat sur l'élection municipale. Alors justement, Porto-Vecchio est dirigé maintenant depuis 2020 par un conseil municipal autonomiste, après des décennies de pouvoir de la droite. Quel bilan faites-vous de la mandature de Jean-Christophe Angeli? Moi, je n'ai pas vu de rupture dans les 6 années qui viennent de passer. Moi, je me rappelle de Jean-Christophe Angelini sur votre plateau en 2020 qui disait il y a 3 gros dossiers qu'on va purger. Le PLU, force est de constater qu'on est en 2026 et que Porto-Vecchio, 3e ville de Corse, n'a toujours pas de PLU. La piscine qui n'est pas faite, le port qui a été fait en régie, mais où on a commencé à 70 millions d'euros et on arrive à 145.
Et il disait à ce moment-là, les Porto Vecchie, c'est vrai, mettre de l'argent dans le port, c'est bien, mais il y a d'autres besoins à Porto Vecchio. Il y a toujours d'autres besoins à Porto Vecchio. Et globalement, vous pensez que la commune n'a pas été bien gérée durant ces 6 années? Je ne dis pas que la commune n'a pas été bien gérée. Je dis que nous, au niveau du projet alternatif que l'on porte, on veut replacer les infrastructures d'abord, les Porto Vecchie au centre d'un projet. Et on pense que d'abord, il y a les infrastructures, les écoles qui ont été faites aussi. Hein. Il y a des choses qui ont été faites pendant cette mandature. Mais moi, je ne vais pas porter de jugement sur ça a été bien géré ou mal géré. C'est le sens des priorités, moi, qui m'interpelle. Et je dis, d'abord, refaisons les infrastructures. Regardons sur les hameaux, regardons sur la montagne, développons certaines choses. Essayez de redynamiser ce centre-ville qui est en surfréquentation 3 mois de l'année et qui meurt pendant 9 mois. Essayons d'instaurer une politique pour faire remonter des commerces en centre-ville. Porto Vecchio, aujourd'hui, si vous êtes sur la place, je vous donne un exemple. Vous avez envie d'un pain au chocolat, il faut redescendre aux 4 chemins. Donc, essayons de redynamiser ce centre pour qu'il vive à l'année. On a une cinémathèque de Corse en plein milieu, il faut lui redonner toute sa place. Nous, on a pensé à un pôle audiovisuel avec des formations qui donneraient au niveau culturel autre chose sur une partie de l'année. Vous dites qu'il y a des priorités dans votre programme, évidemment. La préoccupation principale aujourd'hui à Porto Vecchio, c'est quoi? C'est le logement? C'est le logement. Très franchement, c'est le logement. Et c'est le PLU. Et nous, là-dessus, il y a un PLU donc, qui a été arrêté, qui n'a pas encore été voté. On attend les résultats du commissaire. Qui a été voté, mais qui n'a pas encore validé. Qui n'a pas encore validé. Qui attend les résultats du commissaire enquêteur. Comme tout. Des commissaires enquêteurs sur... ça fait 8 mois qu'on attend donc ce fameux rapport. Nous, ce que nous disons, nous avons lu ça, il y a une croissance de la population de 2,4 sur le PLU qui a été proposé. Il y a 5000 logements, nous dit-on, qui seraient construits sur une période de 20 ans. 4000 en résidence principale, 1000 en résidence secondaire. Nous, ce que nous disons, c'est que sans contrôle sur les permis de construire, on ne peut pas envisager ça. Donc nous, sur le projet que l'on porte, ce que l'on dit, on doit réviser d'abord le PADD pour donner l'orientation politique de ce PLU. Sur ce PLU, on veut mettre des clauses anti-spéculatives. Parce qu'il faut les graver dans le marbre pour pouvoir, comme dit le maire, inverser la tendance entre résidence principale et résidence secondaire. Actuellement, ce n'est que du déclaratif. Donc le contrôle, il ne peut pas être fait. Statut de résident, loi Le Meur, des mesures sur les primo-accédants. Dire, il y a un immeuble qui se construit, il y a tant d'appartements qui sont réservés aux primo-accédants que l'on peut faire, par exemple, à un prix inférieur du marché, de 30%, 20%. Voilà. Il y a des mesures à prendre pour que les Porto Vecchie puissent accéder à la propriété. Mais, je termine, monsieur Albertini, il y a aussi des dispositifs à prendre sur ce qu'on appelle les Airbnb, c'est-à-dire les locations estivales. Il y a un tas de lits froids à Porto Vecchio. Il y a des gens qui louent 3, 4 appartements à Airbnb et qui l'hiver sont inoccupés. Comment est-ce qu'on fait remonter ces appartements en location? Et je crois que la mairie a pris une mesure sur la taxation, justement. Mais nous, c'est pas sur la taxation où on est. Vous n'êtes pas d'accord sur ce point? De taxer les logements qui sont inoccupés, durant une bonne partie de l'année. Oui, mais une fois qu'ils ont payé la taxe, ça ne rend pas le logement sur la location à l'année. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire une compensation sur ces logements. Je m'explique. Pas prendre les familles porto-vecchiaises qui louent un bien l'été pour un complément de salaire. Celles-là, elles sont de côté. Les sociétés qui ont 3, 4 biens à Porto Vecchio, qui louent en Airbnb, qui sont là depuis moins de 5 ans, demandez qu'il y ait une compensation. Il y en a 2 en Airbnb, il y en a 2 qui remontent en location à l'année. Et vous verrez qu'il y a des locations qui remonteront à l'année sur l'existant,
où les porto-vecchiais pourront se loger. Je reviens une seconde sur le logement. Vous êtes plutôt partisan de logement social ou alors de logement mixte? Jean-Christophe Angine a un plan de 1000 logements sur 10 ans. Oui, mais 1000 logements sur 10 ans avec... une partie de social. Une partie de social imposée, pas faite comme ça en tout cas. Moi, je pense qu'il faut plus de concertation. Et vous savez, quand on a un PLU où il y a 800 requêtes sur le PLU, je pense qu'il faut revenir sur la concertation avec les porto-vecchiais. On ne peut pas imposer dans un hameau qui est déjà devenu une cité dortoir, on ne peut pas imposer des logements sociaux sans en avoir discuté au préalable, voir comment on le fait et pour qui. Quand on sait que les sociétés privées telles qu'Erilia, il n'y a que 20% qui sont pour la commune. Donc là aussi, il faut revoir la copie. Alors Porto-Vecchio, c'est 62% de résidences secondaires. La commune voisine de Bonifacio a décidé de stopper cette inflation et d'interdire les résidences. Est-ce que vous êtes dans la même optique? Oui. Oui, il faut inverser cette tendance. C'est 60% de résidences secondaires, 40% de résidences principales. Le problème, c'est qu'on arrive à un moment où les porto-vecchiais n'arrivent pas à se loger. Et qu'il y a 6% de la population en 10 ans qui est partie vivre et se loger ailleurs. Donc, pour enrayer ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pour ça, il faut l'ancrer dans le marbre, dans le PLU. On ne peut pas ne faire que le dispositif à Casas. Il faut aller plus loin. La volonté de dire, on met la loi Le Meur et on aide les primo-accédants et on fait des compensations sur les Airbnb, ce sont des solutions qui peuvent aller très vite et c'est beaucoup mieux qu'une bonne intention de dire on va inverser la tendance sans mettre des lois anti-spéculatives dans ce PLU. Donc nous on veut revenir, réviser ce PLU très vite et reviser avant le PLU, le PADD. La taxation de 60%, taux maximum sur les résidences secondaires, vous maintenez ? On maintient. Oui. Bon, après, il y a le statut de résident qui est la réponse à ça aussi. Oui, mais là, il n'est pas prêt de venir. Alors, il n'est pas prêt. On va voir en avril. Mais nous, on prône l'autonomie, on prône le statut de résident. Et c'est peut-être justement là où les Corses verront que l'autonomie, dans leur vie courante, ça a des conséquences. Alors, le moteur de l'activité économique à Porto-Vecchio, c'est bien évidemment le tourisme. Dans quel sens est-ce que vous l'appréhendez? Il faut le réguler Nous, on n'est pas contre le tourisme. Seulement, le constat, c'est que le tourisme, il est en monoactivité à Porto-Vecchio. Et il faut diversifier pour le solidifier. Diversifier vers l'agriculture, vers un tourisme de patrimoine. On a beaucoup de choses à Porto-Vecchio. On est très riche. Et on a la chance d'être une commune où on a aussi bien la mer que la montagne. Donc, diversifier, essayer de créer d'autres activités touristiques qui seront sur, bien sûr, l'allongement de la saison, qui va... avec les achats de flux de l'ATC d'ailleurs, où on peut se mettre en corrélation avec eux, mais diversifier ce tourisme et ne pas rester en monoactivité sur 3 mois de l'année, et après... Et au-delà du tourisme, quelles activités vous pouvez développer au-delà du tourisme? Porto-Vecchio, c'est une très grande commune, c'est la 3e de Corse, je crois. Oui, il faut développer du patrimonial. Nous, on est pour réinstaller des agriculteurs au sein de la commune, c'est très important. On peut développer un lien avec l'hospédale et créer réellement un lien entre la montagne et la ville. Et comme il faut recréer le lien entre les hameaux et la ville, c'est indispensable pour qu'il y ait une qualité de vie qui soit et une cohésion sociale que l'on retrouve à Porto-Vecchio. En politique touristique, la rénovation du centre-ville, c'est aussi un élément de votre... La redynamisation du centre-ville, surtout. Parce qu'en fait, ce qui est frappant, c'est cette surfréquentation et puis plus rien. Des commerces qui sont tous fermés l'hiver. Donc, la redynamisation, elle passe. Vous savez qu'au niveau économique, c'est l'Interco qui a la compétence. Mais on peut imaginer une redynamisation, un conventionnement avec l'ADEC pour avoir des aides pour les commerçants qui décident de se réinstaller en ville. Essayer d'aider ceux qui y sont restés à l'année par une défiscalisation, par exemple. Dire à ces commerçants, voilà, si vous remontez, vous vous installez en commerce de bouche, on vous aide à 50% sur l'installation. Enfin, il y a des leviers, et la politique, je pense que c'est fait pour ça, il y a des leviers qu'on peut mettre en route pour redynamiser ce centre et lui donner vie. Et lui donner vie parce que 8 mois de l'année, il n'y a pas de vie dans ce centre-ville.
Alors le port de Plaisance, l'investissement est important, il est en cours de construction. Hein. Vous qui siégez à l'exécutif de Corse, est-ce que vous demanderiez une rallonge budgétaire nécessaire au bouclage définitif du projet si vous étiez maire de Porto-Vecchio ? Est-ce qu'on a réellement... est-ce qu'on sait jusqu'où ça va, en fait? Voilà. Pour reboucler quoi? On est parti à 70 millions d'euros. 80 millions, 145. 90 millions d'euros. Là, on est à 145. On nous parle de 70 millions d'euros en plus. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que pour stopper cette hémorragie financière, parce que 70 millions de prêts, c'est pas anodin sur une commune quand on est en régie. Il faut redimensionner le port. Il faut redimensionner, pas sur ce qui a déjà été fait, bien entendu, mais sur les abords. Voir comment on peut redimensionner, essayer de voir si on peut trouver, mais ça se fait aussi en concertation. La régie a 80 millions d'euros, j'ai envie de vous dire, bien sûr. La régie a 145 millions d'euros, ça pose question. Donc il va falloir trouver les voies et moyens de sortir. Redimensionner, vous réduisez le nombre d'anneaux qui sont prévus. Alors d'anneaux, on nous parle de 800 places, de 35 millions, ça c'est déjà en plat, 35 millions d'anneaux mais qui ne sont pas vendus. Donc, et puis il faudrait savoir s'il y a un plan de financement réellement stabilisé. Moi c'est la question que je pose, parce que ça augmente, on fait des prêts, mais jusqu'où et qu'est-ce que c'est? C'est un peu le flou, hein, quand même, sur ce dossier. Vous demanderiez à la collectivité de Corse, si vous étiez maire, qu'elle vienne abonder un peu au financement ou pas? Moi, si j'avais été maire, d'abord j'aurais eu une concertation avec la collectivité de Corse au départ sur le PTIC. Et je pense que s'il y avait eu concertation, les choses ne se seraient pas passées comme ça. J'aurais dit à la collectivité de Corse, pour nous c'est structurant, parce que la collectivité de Corse, sur le PTIC, elle a une enveloppe de 250 millions d'euros. Elle doit faire des choix. Les choix, il y a le retard infrastructurel, l'eau par exemple. Elle n'est pas la seule à choisir dans le PTIC. Les routes, d'accord. Les collèges, les lycées. Donc, il y a des choix à faire. Donc, je pense que la concertation au départ, c'était une réponse pour savoir si la collectivité ou pas devait venir. Et j'aurais commencé par ce point-là, moi. Du point de vue des finances, Porto-Vecchio est quand même une commune riche, hein, même si elle a de plus en plus de charges et de moins en moins de dotations, comme toutes les collectivités locales. Est-ce que vous envisagez une réforme fiscale, augmenter les impôts, les taxes? En général, on ne le dit pas avant les élections. Augmenter les impôts, non mais j'ai pas de problème. Augmenter les impôts, ça a déjà été fait. Il y a une taxe foncière qui a été augmentée. On va essayer de ne pas aller là-dessus. Par contre, sur une réforme, je vous dis, et par exemple sur la redynamisation, oui, il y a des réformes à faire, notamment des exonérations à faire pour ces commerces qui restent ouverts à l'année, qui font l'effort de rester ouverts à l'année. Il faut avoir des aides là-dessus. Mais des autres leviers fiscaux pour financer tous ces projets? Vous savez, les autres leviers fiscaux pour financer un manager de ville et de territoire au niveau de l'Interco, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il n'y a pas besoin d'avoir des leviers fiscaux, de préempter des cellules vacantes et de faire remonter par des dispositifs ADEC ou autres avec la collectivité de Corse qui vous donne des dotations sur les redynamisations de centres. C'est pas ce qui va coûter le plus cher à la commune. Et je pense que ça aura un impact social, voire sociétal, de remettre en vie tout ça, qui sera beaucoup plus important que... Vous avez parlé d'intercommunalité, on en parle peu quand même dans cette élection. C'est un atout pour Porto-Vecchio. Vous estimez que la présidence doit revenir à Porto-Vecchio dans la prochaine interco comme elle l'est aujourd'hui? Alors, très franchement, il faudra voir les projets présentés. Moi, je ne vais pas vous dire il faut absolument que ce soit Porto-Vecchio qui ait la présidence de l'Interco. D'abord, il faut que les gens votent, il faut qu'on voit qui sort des urnes le 25, il faut voir qui est en place à l'Interco et quel projet on propose sur le développement et la cohésion de ce territoire. Et à ce moment-là, je vous dirai si il faut que ce soit Porto-Vecchio ou quelqu'un d'autre qui ait la présidence de l'Interco. Je pense qu'il faut le voir en tant que projet et développement de territoire. Vous pourriez voter pour quelqu'un qui n'est pas de Porto-Vecchio à la tête de la présidence, si le projet nous correspond. Interco. Oui. D'accord. Alors on en termine encore avec la politique. Dom Matteo Santini avait obtenu un peu plus de 15% des voix la dernière fois. Qu'est-ce que vous espérez cette fois-ci? Nous, on n'espère rien. Nous, on a proposé un projet au Porto-Vecchio, un projet alternatif.
Il y a une réelle dynamique à Porto Vecchio autour de ce projet. Et d'ailleurs, on a réussi à construire une équipe diverse. Donc, il y a une réelle dynamique là-dessus. Aller le plus loin possible, aller le plus haut possible. Au second tour, la question peut se poser, si vous n'êtes pas en tête, évidemment. Vous ne vous retirez pas de toute manière, comme l'avait fait Don Matteo Santini il y a 6 ans. On se maintiendra au second tour. Et des alliances, non, pas question. Écoutez, nous, on a un projet. C'est un projet qui a débuté, où on a construit quelque chose, on a construit une réelle équipe. On ira au bout de ce projet. Alors, si vous ne remportez pas les mairies, mais que vous siégez au conseil municipal, vous ne pensez pas qu'un rapprochement avec la collectivité de Corse est indispensable pour l'avenir de Porto Vecchio ? Elle est indispensable. Je suis d'accord avec vous. Elle est indispensable. Comme la collectivité de Corse a de très bons rapports avec toutes les communes de Corse. Bon, ce n'est pas le cas avec Jean-Christophe Angelini et Gilles Siméone. Est-ce que vous pourriez éventuellement être faire le lien ? facilitateur, mais très volontiers. Pour l'intérêt général et pour Porto Vecchio, très volontiers. Eh bien, ce sera là votre conclusion, Vanina Chiarelli-Luzzi. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ridroit de Awa Mudiziale in Lingua Corsa, presentata stasera da Federico Danesi. Buonasera.